Enfin, une question pour commencer, qu'on a peut-être déjà dû vous poser. Comment s'est passé votre confinement? Est-ce que vous en avez profité pour relire Dostoïevski, Saint-Simon, Chateaubriand, enfin des choses courtes? Ou, enfin, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce confinement? J'imagine à Montpellier, je crois. Oui. Ouais. Ben, vous savez, jamais je n'ai été autant excité parce que cet événement surprenant euh, où chaque jour apportait une nouvelle surprise, une nouvelle incertitude. Alors, je, je passais mon temps, bien entendu, à lire, à voir, à réfléchir. Et puis, dès ce moment-là, j'ai commencé à être sollicité aussi bien par des conversations amicales que par des demandes d'interview. J'étais confiné, mais jamais le monde dans sa totalité n'était aussi présent, parce que c'est une période où c'était un phénomène mondial à tous les niveaux, que ce soit sanitaire, économique, politique, etc. Donc, si vous voulez, ça a été une époque très, très intense, pas de, dont j'ai pas pu profiter pour faire des lectures et des méditations. Et disons, sur la fin, euh, j'ai éprouvé le besoin d'en tirer ce que j'ai appelé les leçons, et donc de faire, heureusement avec l'aide étroite de mon épouse qui est sociologue, de faire ce livre-là, mais qui m'a aussi beaucoup fatigué parce que je tenais à ce que ces leçons soient publiées très rapidement, parce que je savais que l'été arriverait, les événements changeraient, le monde, etc. Et que je voulais transmettre ce message qui me semblait important, disons, dont le titre résume tout, c'est changer de voix. C'est ça. Et si je peux me permettre, ça m'a fait penser, vous êtes intervenu après mai 68 avec Le Fort et Castoriadis. Pendant mai Pendant, 68. enfin, ou juste après. Donc Non, c'est quasiment non, la même démarche oui, immédiate. encore, si vous voulez, encore pour mai 68. Oui, la même démarche immédiate, parce que j'ai fait pour Le Monde ou pour Libération des choses pendant des choses. Mais pour mai 68, mon premier article, qui s'appelle La Commune étudiante, est sorti, je crois, vers le 10, 12, 15 mai. Non, j'aime beaucoup faire ces analyses à chaud. D'abord parce que je prends mes risques. C'est ça. Parce que vous savez, après tout le monde dit, mais oui, mais donc j'aime prendre ces risques, et j'aime essayer d'apporter ma contribution de cette façon. Alors si on en vient donc à ce livre, Changeons de voix, je crois pouvoir dire que donc votre livre s'attache à tirer des leçons de cette crise du coronavirus, puis à en définir les défis, et puis ensuite donc évidemment vous vous appelez à changer de voie. Notamment par rapport à l'actuelle mondialisation néolibérale, la financiarisation de l'économie, le développement des inégalités, la destruction de la planète et du climat. Enfin, je ne refais pas tout le tableau qu'on connaît bien, mais est-ce que vous ne pensez pas, finalement, si on devait, pour une question générale, pour résumer, disons, est-ce que la leçon de cette crise du Covid-19, ou le défi qu'elle a posé, ou les défis qu'elle nous pose, est-ce que ce ne serait pas d'avoir remis l'humain à la première place ou au centre, notamment, hein, je dis l'humain parce qu'il y a eu un retour que vous décrivez très bien, du retour de la mort dans la vie quotidienne des gens. Qui fait partie de l'humain. Voilà, oui, exactement. Oui, mais je veux dire, de mettre l'humain, c'est vrai, mais je dirais dans tous les sens du mot humain. L'humain, c'est l'individu, c'est la personne, et effectivement, chacun a été affecté dans son mode de vie, qui était extraverti, sorti, travail, etc., devient introverti, amené peut-être à réfléchir là-dessus, à réfléchir sur sa vie, sur son comportement, sur la façon dont il est un peu le jouet d'une énorme machine. Et l'humain, c'est aussi l'humanité,
c'est aussi toute l'humanité qui se trouve affectée par ça, et pas seulement parce que c'est l'ensemble des humains, parce qu'aussi il y a ce problème de mondialisation qui a uni techniquement et divisé culturellement l'humanité. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est le problème central. C'est le problème. Est-ce qu'on pourrait dire que cette crise a été une bonne piqûre de rappel pour nous rappeler l'essentiel, c'est-à-dire la santé, l'alimentation, mais aussi la solidarité, la sobriété, voire la lenteur? Oui, la question est de savoir la durée de l'action de cette piqûre de rappel. Je crois que d'abord, tout le monde ne l'a pas senti de la même manière. Bon, mais c'est vrai que, par exemple, sur le plan de la solidarité, où celle-ci était véritablement en crise, et je dirais, moi, en sommeil, parce que je savais qu'elle est toujours potentielle, mais que c'est notre société, notre civilisation qui a favorisé les fermetures égoïstes et les compartimentations. Donc cet éveil a semblé quelque chose de très important, et en même temps de toucher des idées essentielles pour moi. Quelles sont ces idées essentielles? La première, c'est que, disons, notre société souffrait d'une grande carence de responsabilité, avec la disparition des anciennes solidarités, la grande famille, le travail, etc. Et qu'elle avait besoin, et c'est un thème que j'ai traité déjà dans les années Mitterrand, puisque je proposais des maisons de solidarité un peu partout, et que je continue à proposer un service civique de solidarité. Mais à un deuxième niveau que je dirais anthropologique, je dirais que ce qu'on ignore, enfin, en général, les gens qui s'occupent d'éthique ne voient pas, parce que pour eux, l'éthique, c'est définir le bien, le mal. Moi, je définis les sources, et les sources, c'est partout. Solidarité, responsabilité, même dans des sociétés de mammifères. Et donc, si vous voulez que, à l'origine, il n'y a pas de société, ou sinon la seule force de cohésion peut être la terreur, la domination, mais s'il n'y a pas ça, c'est qu'on se sent partie d'une communauté et qu'on se sent responsable. Donc, il y a une coïncidence entre l'éthique personnelle et le besoin d'une société ouverte et démocratique. Donc, si vous voulez, c'est un point qui est devenu extrêmement important. Donc, en somme, cette crise a entraîné quelque part un changement des exigences, et même des reconnaissances entre des demandes d'espace, de logements plus vivables, de qualité d'environnement, mais aussi une reconnaissance du travail, des métiers qui sont souvent déconsidérés, mal payés. Et oui, c'est ça qui a été très important. Là, il y a eu une véritable prise de conscience dans l'importance de ceux qui avaient été méprisés comme les derniers de cordée, parce qu'alors que les autres étaient protégés par le confinement, on a vu tous ces travailleurs de base, pas seulement les infirmiers, les soignants, les transporteurs, les éboueurs, les égoutiers, enfin tous ceux qui étaient en bas des îles, les êtres les plus précieux dont nous pouvons avoir. Et je crois que ça va conduire, peut-être sans doute, à ce que les gens appellent une revalorisation, mais j'ai peur qu'aussi qu'on considère dans l'optique générale que revaloriser, c'est seulement augmenter une petite augmentation de salaire, alors qu'il s'agit de changer beaucoup plus que les salaires. C'est comme pour les hôpitaux. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter le traitement des aides-soignants et des soignants, c'est tout l'ensemble du monde hospitalier qu'il faut changer, transformer par d'énormes investissements. Et oui. Et alors, justement, il y a un passage dans votre livre où vous parlez de feedback positif. Oui. Positif, non pas dans le sens où il serait
bénéfique ou positif, mais en sociologie et tout, dans une crise, vous dites qu'il peut y avoir des feedbacks négatifs, des feedbacks positifs, et les feedbacks positifs peuvent être non pas bénéfiques, mais agir tellement sur le système en le déréglant, si je vous ai bien lu, que en le déréglant si profondément que on risque d'arriver à des choses bien pires d'avant la crise. Vous prenez l'exemple de la montée du nazisme et de l'arrivée du nazisme au pouvoir après la crise de 29. Est-ce que vous pensez qu'on peut aussi courir le risque de ce type de leçons du Covid qui seraient si mal comprises qu'on arriverait vers le pire, c'est-à-dire à des replis nationalistes, égoïstes? Enfin, ce danger existe. Écoutez, c'est une possibilité, parce que moi j'ai voulu définir une crise, quelle qu'elle soit, de façon, je dirais, cybernétique. C'est-à-dire, une société, c'est un ensemble qui entretient ce qu'on peut appeler, ce qui se régule, son homéostasie, parce qu'une société n'est pas statique. Sans arrêt surgissent des déviances qu'elle élimine par cette rétroaction négative qu'on appelle feedback négatif. Et le feedback positif dans ce langage cybernétique, c'est quand la déviance, au lieu d'être annulée, se développe et commence à dérégler de plus en plus fort le système. Alors, quand arrive ce phénomène dans les systèmes physiques, c'est évidemment l'explosion. Donc, quand elle arrive dans les systèmes vivants, parfois ceux-ci trouvent la possibilité, grâce à leur immunologie, de réduire la maladie et finalement d'en profiter, par exemple. Et quand ça arrive dans les sociétés elles-mêmes qui sont historiques dans l'histoire, alors ça peut avoir des conséquences très diverses. Ou bien le système a la force de se rétablir tel qu'il était, on retourne à un certain statu quo, ou bien le système. Alors, puisque la crise favorise aussi bien les poussées régressives que les imaginations progressives. Une crise suscite d'imagination. Pour donner un cas positif qui était les États-Unis de Roosevelt, là, il y a eu l'imagination de lancer des grands travaux d'investissement pour relancer le travail et l'économie. Donc, si vous voulez, la crise peut permettre une issue créatrice. On peut dire que une révolution comme la Révolution française a eu des aspects très créateurs, tout en ayant après d'autres aspects qui, du reste, sont venus de l'intervention étrangère qui a voulu l'étrangler. Eh oui. Comme pour le printemps arabe. Bon. Donc, si vous voulez, les issues sont incertaines, mais c'est certain que beaucoup d'interrogations, d'aspirations fermentent. On pense aussi que ça ne peut plus continuer comme avant. C'est une phrase qui revenait sans arrêt. Mais vous savez, malheureusement, je me rappelle pas puisque j'étais pas né, mais après la Première Guerre mondiale, tous les soldats disaient c'est la der des der, c'est plus possible qu'on Plus continue. jamais ça. Ouais. Et 20 ans après, c'est pire. Bon. Donc, si vous voulez, on sait bien qu'il faut plus que ça recommence. Mais malheureusement, il y a des forces terribles qui entrent en jeu, des forces régressives. Et par exemple, une chose qui m'a intéressé, c'est que le président de la République, Macron, une ou deux fois, a dit, je vais me réinventer, je vais prendre un chemin nouveau. Donc, conscience que quelque chose. Mais aussitôt après, on voit que des forces énormes pressent sur lui, en disant c'est pas possible, toute une presse qui nous dit énorme sacrifice, faut travailler plus. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y a une phrase très intéressante parce qu'il commence par dire le racisme est abominable, il faut le chasser partout, etc. Et la suite de ces phrases, et je rends hommage à la police. Oui. Or, ce qui était visible dans les jours qui venaient, c'était des manifestations de racisme terribles à la police. Et il aurait pu dire, tout en rendant hommage à sa police, qu'il y avait des bavures, qu'il y avait des excès, etc. Oui. Donc on voit très bien qu'au sommet du pouvoir, des forces contraires agissent sur
soit dans l'esprit d'un président, et nous avons une grande incertitude, pas seulement par ce qui se passe dans l'esprit, mais dans ce qui va se passer dans la société. Nous voyons une fermentation formidable qui avait déjà commencé avant, avec un bouillonnement d'associations, de solidaires, écologiques, etc., l'économie sociale et solidaire. Et ce mouvement se trouve accentué, on a envie d'une autre vie, d'une autre société, d'une autre civilisation. Ça, c'est certain. Mais ces mouvements magnifiques qui bouillonnent n'ont pas encore l'occasion de converger, de trouver une pensée politique qui les oriente vers ce chemin nouveau dont je parle. Et jusqu'à présent, quand on a vu dans le monde, et dans les 2 années qui ont précédé le coronavirus, des explosions partout contre le même système, c'est-à-dire le même système économique qu'on appelle néolibéral, la même inégalité profonde, parfois même des dictatures liées à ce système, et que tout ça a échoué faute d'une organisation, d'une pensée. Il ne faut pas oublier quand même que, prenez par exemple même l'idée de démocratie, il a fallu la pensée de Montesquieu, il a passé la pensée de Rousseau, il a passé la pensée de Tocqueville. Quand pensait le socialisme, il a pensé que Karl Marx, au moins, il pense un peu, pas seulement à la politique immédiate, mais qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que la connaissance, qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que l'histoire. Il a fallu toute une grande pensée philosophique pour dire, ben voilà, voici la chose. Et si cette pensée a eu des lacunes, a eu des erreurs, ce qui est incontestable, mais elle a eu assez de force pour créer au moins 2 forces historiques importantes pour le pire et pour le meilleur au XXe siècle. Donc, il nous faut une pensée, et puis il faut... Qu'est-ce qui s'est passé après Marx? Après sa mort, a été inventé le Parti social-démocrate allemand, un parti d'un type nouveau. Bon, aujourd'hui, cette formule ne vaut pas, il faut trouver une autre formule. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut si on ne trouve pas la pensée. Moi, j'essaye d'apporter ma contribution dans mon livre La Voix et même dans ce petit livre, mais vous savez, c'est pas une voix isolée qui va jouer un rôle, il faut que quelque chose se passe. Et c'est mon espoir. Mais je ne sais pas parce que les forces de régression sont terribles et toute mon analyse montre que cette crise de coronavirus n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, et avec quand même une année de révolte en France pour les retraites, précédée de l'année des Gilets jaunes, et que dans toute la planète, les démocraties en crise et corrompues faisaient place à des systèmes néo-autoritaires qu'on appelle bêtement populistes, et qui, évidemment, parfois ont l'appui d'une partie du peuple qui est déçu, comme regardez au Brésil la tragédie, une partie du peuple déçu par ce merveilleux parti de Lula qui a fait des choses et a pu contribuer à la victoire d'un maniaque épouvantable. Fasciste. Donc, Oui. si vous voulez, on est dans l'incertitude de l'histoire. Et un des messages de ce livre, c'est de ne pas oublier qu'on est dans cette incertitude, qu'il faut penser dans l'incertitude, qu'il faut agir dans l'incertitude. Si on fait des paris et qu'on voit qu'on se trompe, il faut faire marche arrière et recommencer ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est ça. D'ailleurs, vous dites que ce coronavirus a amené un festival d'incertitude. Exactement, et ça continue. Absolument, si je vous ai bien lu. Et vous dites peut-être qu'une des leçons de cette crise, c'est que justement, elle a à nouveau battu en brèche la croyance d'une science toute puissante qui allait nous débarrasser des virus, des maladies, de toute bactérie. Et donc, en gros, on vient peut-être d'éradiquer l'idée que l'homme pourrait arriver à dominer et la nature et enfin, éradiquer, c'est peut-être pas éradiquer, mais disons, on a battu en brèche l'idée que la science et l'homme allaient dominer la nature et les maladies et les virus. Et oui, et nous avons eu déjà
des alertes avant cette crise du coronavirus. Il y a eu quand même la grande alerte écologique, 1972, rapport Meadows, disons que l'ensemble de la planète était menacé, pas seulement globalement et aussi partout localement, et que cette menace, c'était aussi une menace pour l'humanité. Et la crise écologique, elle était déjà un avertissement. On ne peut pas être le maître absolu de la nature. Déjà, au moment où est arrivé le sida, ça a battu en brèche la croyance que la science allait liquider les virus et les bactéries. Et aujourd'hui, on sait que ce sont des petits malins qui savent se communiquer comme les bactéries ou se transformer les virus. Et en plus, qui sont indispensables. On a besoin de ces virus. Et si on n'avait pas de bactéries par milliards dans notre intestin, on crèverait. Bon. Ouais. Donc, si vous voulez, l'idée de l'homme, maître de la nature et maître de son destin, grâce à l'intelligence artificielle qui ferait tout le sale boulot, grâce à l'immortalité qui le ferait évidemment, tout ça c'était un mythe absolument imbécile et qui essaye de nous masquer la réalité. La réalité, c'est que même les plus puissants sont infirmes devant la mort, que nous sommes tous devant la maladie, le chagrin, le mort. Et c'est le retour à l'humilité, parce que l'humilité, le mot, est la même racine que l'humus, c'est la terre. Nous devons retrouver la terre, le pied sur la terre. Et c'est notre patrie. C'est pour ça que j'ai écrit Terre Patrie, qui est la suite de ma croyance internationaliste, qui est devenue s'est amplifiée dans l'idée Terre Patrie. Donc, si vous voulez, il y a une nouvelle vision plutôt pas individuelle, parce que vous la trouvez dans Pascal, hein, vous la trouvez dans beaucoup de penseurs. C'est-à-dire que d'un côté, un être très puissant grâce à sa technique, son intelligence, et d'un autre côté, infirme et lamentable. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur qu'est-ce que c'est que l'humain dans deux livres, et montrer que Homo sapiens, c'est aussi Homo demens, que ce sont deux pôles absolument indissociables. Donc, je pense qu'il faut avoir une meilleure conception de l'homme. Donc, vous appelez à changer de voie. La voie avec une majuscule. Oui. C'est un titre, comme vous l'avez dit, qui rappelle La Voie, votre précédent livre en 2011, je crois, chez Fayard. Mais cette voie, elle doit s'écarter du dogme néolibéral avec un retour de certains contrôles étatiques. Mais si j'ai bien compris, est-ce que vous diriez que cette voie, c'est une sorte de New Deal écolo-économique? Alors, on peut peut-être dire le mot New Deal, parce que ça veut dire aussi presque une nouvelle voie. Ça veut dire aussi que dans cette nouvelle voie, le problème écologique doit jouer un rôle très important, puisqu'il va aider à relancer l'économie avec tout ce travail pour faire des énergies propres dans tous les domaines, avec tout le travail pour dépolluer les villes et créer des parkings autour et diminuer la circulation automobile, avec tout le travail pour dépolluer les campagnes victimes de l'industrie agricole malsaine, etc. Donc, si vous voulez, c'est un programme énorme que l'écologie permet de faire une relance de grands travaux. Et en plus, cette relance de grands travaux ne pourra que diminuer les budgets de la santé publique, parce que dès qu'on n'aura pas les toxicités urbaines, les stress multiples qui causent tellement de cancers et autres maladies, quand on aura une alimentation équilibrée et saine, on sera en meilleure santé. Donc, si vous voulez, c'est une voie où, bien entendu, la politique ne va pas se réduire à l'écologie, où la politique va rentrer dans l'écologie, mais surtout l'écologie dans la politique, parce que l'écologie ne nous dit rien sur la justice, sur le droit, sur la fraternité. Donc, ce que nous dit des choses intéressantes, c'est que désormais on sait bien, mais qu'on savait depuis Kropotkin, c'est que la vie n'est pas fondée seulement sur la compétition, elle est fondée aussi sur la coopération, et que la coopération, c'est la meilleure façon
de résister à la compétition. Donc, si vous voulez, on a quand même des leçons. On ne veut pas créer une société merveilleuse où il n'y aura plus de compétition. On veut créer une société où il y a plus de coopération, de fraternité, de solidarité. Si on doit juste dire un mot sur l'Union européenne, oui. Vous dites que cette crise a peut-être été l'heure de vérité de l'Union européenne. Oui. Alors je me suis interrogé sur ce terme. Alors, bien entendu, j'ai dit ça avant ce fameux plan de relance germano-français, mais qui reste quand même valable. Parce que, si vous voulez, il y a eu un spectacle de squelettisation de l'Europe, c'est-à-dire qui a perdu toute chair, tout sentiment, alors qu'elle était fondée avant tout sur un sentiment de communauté, de paix, etc. Et donc, j'étais déjà devenu, moi, après avoir été, disons, devenu pro-européen en 72 ou 73, j'étais devenu de plus en plus sceptique quand j'ai vu la politique à l'égard de la Grèce ou à l'égard des migrants. Oui. Et bon, alors, donc, si vous voulez, je vois que, pourquoi l'Europe a été dégradée à la fois par des techno-bureaucrates qui sont chargés de son destin et aussi par les pouvoirs financiers qui ont réussi à la parasiter totalement et sur des problèmes comme le glyphosate et tant d'autres prises des décisions aberrantes. Donc, si vous voulez, l'Europe est en crise. Alors, et en plus, dès le début du virus, chaque pays s'est refermé sur lui-même. Donc, ce n'est que sur le tard que l'Europe essaye de se réveiller. Moi, je suis pas contre ce réveil, mais je suis pour un vrai réveil. Je suis pour un vrai réveil et je sais qu'il va être très difficile parce que les pays du Nord, comme la Pologne, ou l'Ukraine, ils sont obsédés par la Russie. Nous, plus au sud, on regarde beaucoup plus la Méditerranée. On est divergents. Les pays du Nord, pour eux, les États-Unis, c'est une puissance hyper bénéfique. Pour nous, commence à être une puissance inquiétante. Donc, si vous voulez, l'Europe a surmonté pas mal d'épreuves. Moi, ce que j'espère, sans être un économiste, je suis pas comme Olivier Todd qui dit que tous les mots viennent de l'euro. J'en sais rien. Ça m'étonnerait, mais enfin, bon. Emmanuel Todd. Emmanuel, oui, parce que oui. Olivier, c'est le père. Oui, c'est le père. Oui, vous voyez. Alors, mais je pense, si vous voulez, que, à tort ou à raison, sauvegarder un minimum, comme l'euro, comme minimum, c'est pas mal, mais aujourd'hui, je pense que l'on peut faire aussi une politique à l'échelle nationale et à l'échelle méta-européenne, internationale. C'est ça qui me semble important. Peut-être pour terminer, vous dites que vous n'êtes pas contre la mondialisation, mais pas pour cette mondialisation tous azimuts de la marchandise voguant par monts et par vaux, on va dire. Et vous dites que cette mondialisation doit être, disons, coordonnée, enfin, doit jouer également avec une certaine démondialisation. Ça, c'est relativement nouveau puisque généralement on oppose les deux et que les gens pensent de manière binaire. Cette démondialisation, pour vous, elle doit concerner les questions sanitaires, alimentaires, vivrières, parfois industrielles. En somme, puisque donc l'humain doit compter davantage que le profit. Ça me semble évident. Et donc, si vous voulez, par rapport à ce problème, moi, je suis quand même un héritier de l'universalisme internationaliste. Comme je vous l'ai dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Terre-Patrie. Donc, c'est important. Et quand il y a eu ce qu'on appelait l'altermondialisme en 1999, c'était bien cette autre mondialisation qui avait mon intérêt et ma ferveur. Donc, et celle qui s'est développée, c'est une mondialisation techno-économique et sous l'égide, effectivement, de cette philosophie fondée sur le pouvoir uniquement de la concurrence et de l'argent. Donc, je pense qu'il faut une mondialisation où tout ce qui est coopération soit développé, notamment culturelle, mais pas seulement culturelle et, je dirais, politique et sociale.
malheureusement, les institutions manquent pour ça. Il faudrait voir si on peut, dans un mouvement de rénovation, les constituer, vu les périls énormes qui pèsent de plus en plus sur la planète, des périls catastrophiques, où, si vous voulez, la dégradation de la biosphère va conduire toute une série d'autres phénomènes terribles, déplacement de population, rejet, guerre, etc. N'oublions pas que avant le confinement, il y avait des guerres qui étaient apparemment des guerres civiles, mais où déjà intervenaient les grandes puissances, comme en Syrie, où intervenaient 6 grandes puissances. Donc, si vous voulez, il faut quand même changer la mondialisation et la transformer. Mais, je disais aussi, avant même cette crise du coronavirus, je disais qu'il faut penser à des démondialisations pour sauver des territoires. Et cette idée-là que j'avais avant, elle s'est concrétisée. Pourquoi? Parce que j'ai compris, comme tant d'autres, qu'on ne pouvait pas vivre avec des médicaments qui sont formés en Chine dans des conditions tellement difficiles de transport dès qu'il y a crise. J'ai compris qu'il fallait effectivement avoir un minimum sanitaire national, qui avait aussi un minimum, une autonomie alimentaire qui est capitale parce que l'avenir est très incertain. Je me rappelle que sous l'occupation que j'ai vécue, heureusement que la France était encore un pays à majorité rurale, faisant de la polyculture, et que malgré des prédations énormes que faisaient les Allemands, on a pu se débrouiller plus ou moins. Mais aujourd'hui, ça serait impossible. Eh oui. Impossible. Donc, il faut rétablir une agriculture riche, polyculturelle, écologique, fermière, etc. Nous avons besoin d'un minimum d'autonomie vivrière. Et quand je dis nous, je pense aussi aux autres pays, comme le Maroc, comme d'autres. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on va ne plus vouloir des oranges, des citrons ou des choses comme ça. Non, et ça veut dire que le fonds alimentaire doit être. Et je dis aussi peut-être un minimum de structure industrielle vitale. Ça, c'est la part qui doit être protégée de la mondialisation. Et là, nous sommes dans un dynamisme historique, ça peut être provisoire, ça peut être durable, je ne sais pas, mais il faut recréer ces nouvelles conditions. Et donc, c'est vrai que moi, je dépasse l'alternative souverainisme-mondialisme, tout en pensant que des retours de souveraineté est important, mais qu'on ne doit pas s'enfermer dans le nationalisme et que le mondialisme n'est pas uniquement une chose techno-économique, c'est une chose pleinement humaine. Donc, voilà un petit peu mon idée, c'est comme pour croissance et décroissance, oui. Enveloppement et développement. Voilà comment je pense. Seulement, cette façon de penser complexe, ça heurte le mode de pensée qu'on nous inculque dès le début, qu'il faut penser de façon binaire. Il y a des choses qu'il faut combiner au lieu d'opposer. C'est la complexité. Et, voilà, et donc, évidemment. Et donc, c'est la voie. Et c'est ce qu'il faut enseigner. C'est la voie. Merci. Edgar Morin, merci beaucoup. Mais merci à vous.